Chers internautes, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Informatique News pour l'émission du lundi 3 décembre 2018. Chaque semaine, nous faisons un point sur l'actualité du numérique en compagnie de Guy Hervier, qui est le rédacteur en chef d'Informatique News. Bonjour Guy. Bonjour Olivier. Je crois savoir que la semaine dernière, vous êtes allé sur l'événement Juniper à Londres, Nextwork 2018. Oui. Qu'en est-il sorti? Alors, en fait, il se trouve que Juniper organisait une manifestation au niveau mondial, Networks, chaque année 2017-2018, et là ils ont voulu décliner par région, donc évidemment il y a l'Europe et puis l'Asie-Pacifique, et donc là, Networks 2018, en fait, ils ont mis l'accent sur finalement leur nouveau credo qui est le multi-cloud, donc je crois que ça c'est finalement une position qu'ont adopté beaucoup d'acteurs. Ils en ont profité par rapport à leurs clients pour montrer le chemin parcouru, et donc je crois que le point important c'est la désagrégation, c'est-à-dire le fait de se détacher du matériel. Bon, au départ, en gros, Juniper ils vendaient des routeurs un peu comme Cisco, et puis des OS qui sont devenus indépendants des matériels, donc qui sont devenus ouverts. Et puis là, ils sont allés un peu plus loin, donc et ça montre un peu la patience et l'objectif. Ils avaient racheté une entreprise en 2012 qui s'appelait Contrail, et qui proposait une solution d'orchestration de réseaux virtuels dans le cloud. Et donc là, c'était en gros un des éléments importants de cette conférence, la présentation de Contrail, qui maintenant est une offre qu'il propose en complément de Junos ou Juneos, qui suite au rachat de 2012, qui est passé en open source, et donc qui permet à Juniper de mettre en œuvre la vision qu'ils avaient de ce qu'ils appellent la SD entreprise, qui est que alors auparavant on avait des réseaux locaux, des réseaux distants, des réseaux Wi-Fi, etc. Chaque réseau était géré séparément. Là, on est dans un grand réseau de l'entreprise qui prend en charge l'ensemble des différents réseaux spécialisés. Et donc, ces différentes pièces du puzzle vont permettre à Juniper d'aller vers cette vision. Les maîtres mots, c'est le software defined, la convergence et l'hybridation. Exactement. Autre point, c'est le Atos qui a ouvert son laboratoire de R&D sur l'informatique quantique. Alors, Atos avait fait déjà des annonces dans le domaine de l'informatique quantique. Il n'est pas question pour eux de construire un processeur quantique, mais plutôt de construire des systèmes et des offres, des solutions d'informatique quantique. Et donc là, ils ont c'est pas l'inauguration, c'est l'inauguration de la pose de la première pierre. Donc en gros, c'est le début d'un chemin. Donc c'est un laboratoire qui réunira un peu plus de 300 chercheurs d'Atos dans le domaine de l'informatique quantique. C'est au Claye-sous-Bois. Donc Claye-sous-Bois, pour les gens qui connaissent ces bulles, en gros, ça résonne très fort. Il y a déjà 1000 experts qui sont basés là-bas. Et donc la semaine dernière, effectivement, Thierry Breton est en compagnie de Valérie Pécresse, qui a mis un petit peu d'argent au pot en tant que... C'est un enjeu aussi pour la région Île-de-France. C'est un enjeu important, et l'informatique quantique aussi en est un. Et donc ils ont inauguré ce que sera demain le futur laboratoire d'informatique quantique qui sera vraisemblablement dans 2020, qui sera opérationnel. Et juste en quelques mots, les usages pour l'entreprise? Alors, c'est un projet, pour l'instant, il faut se préparer quand l'informatique quantique sera disponible, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, pour l'instant, en gros, ils utilisent des simulateurs d'informatique quantique, puisqu'on sait que la programmation de ces nouvelles machines est totalement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il faut proposer tous les outils logiciels qui permettront de se familiariser, qui permettent de se familiariser avec ces futurs ordinateurs, de telle sorte que lorsque les ordinateurs quantiques seront là, on saura les utiliser. En gros, c'est faire en sorte que le logiciel soit disponible quand le matériel le sera. Et évidemment, un des premiers usages de l'informatique quantique, c'est la sécurité, puisqu'on sait que là, pour le coup, la sécurité sera inviolable quand elle passera par l'informatique quantique.
Autre acteur qui se développe en France, cette fois-ci chinois, c'est Huawei, si je le prononce bien, Oui. qui déploie un 5e centre de R&D, c'est ça? Absolument. Alors, on n'est pas dans les mêmes échelles, mais enfin, ça montre quand même le chemin parcouru par cet acteur chinois, hein, dont le nom nous devient familier, puisque, bon, par l'intermédiaire des smartphones. Donc là, ils ouvrent un 5e laboratoire à Grenoble, qui fait suite au laboratoire qu'ils avaient déjà, alors je crois que c'est Paris, Sophia Antipolis, et 2 à Boulogne-Billancourt, et donc un 5e à Grenoble, qui devrait à terme réunir une 30aine de chercheurs. Et au total, Huawei, c'est quand même, en France, dans la recherche, c'est 200 personnes. Donc ça commence à devenir significatif, et chaque laboratoire est spécialisé dans un domaine particulier. Alors Guy, vous parliez tout à l'heure de sécurité, et aussi certaines craintes sur l'implantation de Huawei en France et en Europe, liées justement à l'intelligence économique. Et à la sécurité oui. Alors, du gouvernement chinois, quoi. Là, pour l'instant, on est content parce qu'on ouvre des laboratoires, c'est des emplois très qualifiés, donc tout va bien. Mais c'est vrai qu'on sait que les Américains, les Allemands commencent à regarder ça de plus près et se posent des questions. L'Allemagne, je crois, a pris des mesures dans ce sens pour, en gros, interdire l'implantation de ces fournisseurs chinois, parce qu'on sait que finalement, c'est un peu le logique qui va s'introduire dans la bergerie. Vous avez parlé tout à l'heure d'IA, on a parlé d'informatique quantique, il y a un autre terme à la mode, enfin qui s'implante de plus en plus dans l'entreprise, c'est la RPA. Et avec AWS, Amazon qui a lancé une offre RoboMaker. Absolument. Alors c'était à leur conférence Reinvent 2018, donc qui se tenait la semaine dernière à Las Vegas. Donc il y a eu plusieurs annonces. Donc il y en a une, c'était en gros une annonce de marketplace privé. Donc en gros ça veut dire que AWS ne se contente plus seulement d'être une grande marketplace, mais est une marketplace de marketplace. Donc ça veut dire qu'en gros des acteurs pourront avoir leur propre marketplace au sein d'AWS. Et puis ils ont fait une annonce aussi dans un domaine dont on parle de plus en plus, qui est la RPA, donc la Robotic Process Automation, dont le nom d'ailleurs apporte un peu de confusion. En gros, c'est l'automatisation des processus logiciels. Et donc, comme vous disiez, ils ont fait une annonce qui s'appelle RoboMaker, qui est disponible évidemment via AWS, et qui permet, et donc là on voit bien que la logique d'AWS a des avantages très, très forts pour Amazon, qui est que puisque les entreprises vont faire de plus en plus appel à leurs services sur AWS, l'idée d'avoir une offre d'automatisation de process sur des solutions qui sont disponibles sur AWS fait sens. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir les relier entre eux. Et donc, c'est un peu le sens de cette offre-là. Et c'est vraiment un domaine dont on parle de plus en plus, qui, pour l'instant, représente encore un marché relativement faible, mais dont on voit que les potentialités sont énormes. En gros, on sait qu'on est dans une entreprise, dans une économie de services, et à terme, l'automatisation de tous les services est une idée qui n'est pas complètement absurde et qui est en train de se mettre en œuvre. Quand on parle d'utilisateurs de DSI augmenté, ça permet de se décharger aussi d'un certain nombre de tâches un peu rébarbatives et de se concentrer sur le Voilà, c'est un peu le discours qu'on entend depuis très longtemps, mais bon, qui commence à prendre forme. Commence à se concrétiser. D'accord. Dernier point sur un peu l'actualité, c'est Google, attaqué en Europe sur la RGPD. Oui, alors dans 7 pays, donc ça commence à tomber. On sait que la RGPD, la date c'était mai 2018, donc il fallait être conforme. Et donc, je dirais que, on le sait, hein, les GAFA ne sont pas les meilleurs exemples de bon comportement, si je puis dire. Ils font un peu ce qu'ils veulent, c'est toujours la même politique du fait accompli, puis ils se croient finalement exempt de toute obligation. Et là, Google s'est fait rattraper, puisqu'il y a une plainte qui a été portée, c'est Reuters qui rapporte l'information, une plainte qui a été portée dans 7 pays différents. Donc, bon, on verra, on suivra ça. Jusqu'à présent, les amendes étaient un peu peanuts pour Google. Là, les enjeux sont beaucoup plus importants. Absolument. Donc, on verra la suite si Google bouge. Un point d'actualité aussi, c'est quelque chose qui commence à vraiment prendre forme en France, c'est tous les investissements autour de l'IA, de l'intelligence artificielle, et un peu quelles sont les actions menées par
par le gouvernement et les autorités sur ce sujet? Dans le déroulement, dans le storytelling, comme on dit, donc il y a eu le rendu, la publication du rapport Villani en mars, donc qui donnait une sorte d'état des lieux et qui mettait d'ailleurs beaucoup l'accent sur l'idée que la France ne pouvait pas faire seule, mais qu'il fallait qu'elle fasse dans un cadre européen. Mais malgré tout, il faut quand même qu'elle lance des initiatives. Donc dans la suite de ce rapport Villani, donc c'est la semaine dernière, Frédéric Vidard, qui est la ministre de l'enseignement supérieur, et puis Mounir Majoubi, qui est le secrétaire d'État en charge du numérique, qui ont fait la présentation de ce plan IA. Et je dirais que s'il y avait un chiffre à retenir, c'est 665 millions d'euros jusqu'en 2022. Alors 665 millions d'euros, ça paraît beaucoup. Si on divise ça par année, ça fait déjà moins. Ça fait 150, 170 millions. Ça dépend si on prend des années pleines ou pas. Donc c'est déjà moins. Et à quoi, évidemment, si on compare ça à ce que les Chinois sont capables de mettre sur la table, on est loin du compte. Mais bon, ça c'est un peu le problème de la France qui a des moyens un peu plus réduits. Alors à quoi tout ça va servir? C'est en gros mettre en place les préconisations du rapport Villani, c'est-à-dire en gros de s'appuyer sur l'INRIA comme vaisseau amiral de l'intelligence artificielle, adossé à des instituts régionaux. Ça va être mettre en place des moyens de calcul, ça va être attirer des talents et ouvrir des chaires d'informatique, d'intelligence artificielle, ça va être développer des filières de formation, ça va être des partenariats avec le secteur privé, puisque là il y a un effet multiplicateur à attendre important. Et puis le dernier point, c'est développer des partenariats avec des acteurs européens. Donc je dirais que tout ça, chacun est doté de son propre budget, avec cette enveloppe globale de 660 millions d'euros. Donc bon, c'est déjà un début. Il faut espérer qu'on va continuer. Alors il y avait aussi un élément important qui était en gros dynamiser l'ANR, donc Agence nationale de la recherche, pour qu'elle mette un peu plus d'argent dans des projets d'intelligence artificielle. Donc là c'est en gros développer des acteurs dans ce domaine-là. Bon, tout ça, pour l'instant, c'est plus que des vœux pieux, c'est de l'argent, mais ça demande à être concrétisé par des résultats. C'est une impulsion pour développer cet écosystème autour de l'IA. Donc, quand même, le gouvernement a pris la mesure de l'importance de l'enjeu. Maintenant, faut voir ce qui va en advenir. Il faut réaliser, quoi. Semaine prochaine, événement à suivre, le Syntec. Alors le Syntec numérique fait, deux fois par an, fait un bilan de ce qui s'est passé et puis projection de futur. Donc là, on est en fin d'année, donc bilan 2018, et puis en gros, qu'est-ce qui deviendra de 2019, avec, ils vont se concentrer sur deux secteurs en particulier. Et je dirais que si on fait un peu un retour sur les actions passées, le secteur des ESN en France se porte plutôt bien, et leur rythme de croissance est assez significativement supérieur à celui de l'économie. En général, c'est à peu près deux fois. Donc c'est un secteur qui se porte bien. On aura plus d'éléments concrets la semaine prochaine pour avoir les chiffres du secteur. Très bien. Guy, chaque semaine, vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule. Alors là, est-ce que c'est un coup de cœur ou un coup de gueule? C'est sur la Sleep Tech. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la Sleep Tech? Je dirais que c'est plutôt un coup de gueule, parce que parfois les deux vont de pair, mais parce qu'il y a toujours un aspect positif, négatif dans les choses. Je dirais que là c'est plutôt un coup de gueule parce que donc la Sleep Tech, en gros, c'est l'utilisation des technologies pour bien dormir. Bon, on sait que casques, des capteurs, des casques, des oreillettes connectées qui vous diffusent de la musique. C'est bien d'ailleurs quand vous avez des acouphènes, ça pour le coup, parce que là il n'y a rien à faire, donc c'est intéressant. Mais je dirais que pourquoi un coup de gueule? Parce que c'est l'idée que, en gros, vous avez un problème et vous mettez tech dedans et ça va résoudre le problème. Et c'est un peu ça qui est. Je dirais que c'est bien de mettre des oreillettes avec de la musique, mais si on fait un peu d'exercice dans la journée et que le soir on est fatigué, on va peut-être mieux dormir. Ah bon, c'est une vision un peu simpliste, je vous l'accorde, mais c'est un peu. Et sachant que je dirais que les évaluations de toutes ces technologies Sleep Tech, c'est, je crois en 2020, c'est 70 milliards de dollars. Donc c'est pas négligeable, quoi.
Donc bon, c'était un peu pour mettre en avant cette idée, la tech va résoudre tous vos problèmes, peut-être pas seulement, on peut peut-être trouver d'autres moyens. C'était le dormeur augmenté. Voilà. Très bien, merci Guy pour ce point de la semaine dernière. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Informatique News avec Guy Hervier.